Cet avion dévale la piste sous la pluie et le vent, tandis que ses deux pilotes tentent désespérément de le contrôler. Mais il n'y a en réalité aucun problème avec l'avion lui-même, donc ce qui va provoquer ce cauchemar absolu est tout autre chose. Le soir du 20 septembre 1989, l'ensemble du système de contrôle aérien de New York était soumis à une forte pression en raison de la météo, de la congestion et du volume de trafic. Des nuages bas et des pluies intermittentes avaient persisté sur la région pendant la majeure partie de la journée, obligeant les avions à emprunter des trajectoires plus longues et à effectuer des circuits d'attente, tandis que les contrôleurs aériens tentaient désespérément d'intégrer les arrivées dans l'un des espaces aériens les plus fréquentés au monde. À l'aéroport de LaGuardia, les retards s'étaient accumulés depuis le début de l'après-midi et ce type de pression opérationnelle n'était pas inhabituel à New York, mais LaGuardia l'amplifiait d'une manière que peu d'aéroports pouvaient égaler. Voyez-vous, contrairement aux immenses hubs comme le JFK tout proche, LaGuardia avait été construit à la lisière même de la ville, encerclé par l'eau et le développement urbain, avec très peu d'espace pour s'agrandir et donc presque aucune marge de manœuvre pour rattraper le retard une fois que le trafic commençait à prendre du retard sur le planning. Cela signifiait que les avions arrivant de Washington, Boston, Pittsburgh, Baltimore, Norfolk et de dizaines d'autres liaisons de la côte Est étaient donc entassés les uns contre les autres du petit matin jusqu'à tard dans la nuit. Et en septembre 1989, l'aéroport accueillait près de 60 000 passagers par jour. Pris au milieu de tout cela ce soir-là, il y avait un Boeing 737-400 presque neuf, arborant la livrée argentée étincelante d'US Air et portant l'immatriculation novembre 416 Uniform Sierra. Ce 737, équipé de ses moteurs CFM56 avancés, était l'une des variantes les plus récentes du moyen courrier de Boeing, de plus en plus dominant. Et l'appareil lui-même n'avait accumulé qu'environ 2235 heures de vol depuis sa livraison, moins d'un an plus tôt. Et il était dans un excellent état général. Il était arrivé avec son équipage à LaGuardia plus tôt dans la nuit après un vol retardé en provenance de Baltimore et, à ce moment-là, il était stationné à la porte 15 pendant que les contrôleurs des opérations essayaient de décider exactement quoi faire ensuite. La compagnie aérienne qui l'exploitait traversait elle-même une période de transition à ce moment-là. Quelques semaines plus tôt, le propriétaire initial de l'avion, Piedmont Airlines, avait officiellement fusionné avec l'US Air dans le cadre de ce qui était alors la plus grande fusion de compagnies aériennes de l'histoire américaine. Mais de telles grandes fusions ne se déroulent généralement pas sans heurts d'un point de vue opérationnel. Cela s'explique car procédures, formation, habitudes de cockpit, système de régulation des vols et culture d'entreprise devaient être fusionnés alors que la compagnie aérienne fonctionnait à plein régime. Ainsi, les pilotes qui, techniquement, travaillaient désormais pour l'US Air avaient souvent été formés selon les systèmes et procédures de Piedmont, et de nombreux équipages conservaient donc encore des habitudes et des réflexes issus de leur ancienne compagnie aérienne. Ce soir-là, un commandant de bord de 36 ans occupait le siège de gauche. Il était pilote de réserve dans l'armée de l'air et pilotait également le Lockheed C-130 Hercule en dehors de son travail pour la compagnie aérienne. Il avait accumulé 5 525 heures de vol au total, dont environ 2 625 heures sur le 737. Mais seulement environ 140 de ces heures avaient été effectuées en tant que commandant de bord, puisqu'il n'avait été promu à ce poste que 2 mois plus tôt. Ces dossiers de formation qualifiaient généralement ses performances de moyenne. Il avait réussi sa formation sur simulateur sans réel problème, mais cette formation s'était principalement concentrée sur des événements catastrophiques et non sur une série de petits problèmes qui s'accumulent, ce qui mérite d'être rappelé. Comme beaucoup de pilotes de ligne à l'époque, il n'avait jamais reçu de formation formelle en gestion des ressources de l'équipage. Une formation qui met fortement l'accent sur des éléments tels que la communication et une coordination d'équipage très structurée, aussi bien dans les situations normales qu'anormales. À ses côtés, il était accompagné d'un copilote de 29 ans qui était encore presque totalement novice dans les opérations sur avion à réaction de ligne. Il avait accumulé 3 287 heures d'expérience au total, principalement sur des avions plus petits et des turbopropulseurs régionaux, mais il n'avait que 8,2 heures sur le véritable 737 en dehors de la formation sur simulateur et de l'expérience opérationnelle initiale, et c'était en fait son tout premier jour en ligne après sa formation.
Donc, en termes pratiques, il était probablement encore en train de passer psychologiquement de l'environnement très structuré de la formation au rythme beaucoup moins prévisible des opérations réelles en situation. Et comme je l'ai expliqué de nombreuses fois sur cette chaîne, cela l'aurait rendu particulièrement dépendant du suivi des procédures précises, car c'est vraiment tout ce à quoi les nouveaux pilotes peuvent se raccrocher. En fait, il avait été embauché par Piedmont Airlines et avait ensuite été intégré à l'effectif de l'US Air lorsque la fusion a été finalisée. Mais compte tenu de son expérience limitée, ce choc culturel aurait probablement été moins important pour lui que pour beaucoup d'autres. Ces deux pilotes étaient formés et qualifiés selon les normes de l'époque, mais pour les plus attentifs, cette association posait tout de même un léger problème. Associer un commandant de bord nouvellement promu à un copilote débutant n'était évidemment pas idéal, surtout avec une exploitation déjà éprouvée par des retards météorologiques, des perturbations de l'horaire et des changements constants de plan en soirée. Et en l'absence d'une formation adéquate au CRM, les effets de tous ces facteurs allaient être encore plus marqués, comme nous allons bientôt le constater. À l'origine, la prochaine mission de l'équipage après leur arrivée de Baltimore devait être un vol de routine vers Norfolk, en Virginie, mais ce vol a ensuite été annulé. Et peu de temps après, ils ont été réaffectés à un vol de repositionnement à vide vers Charlotte, en Caroline du Nord, où l'avion serait ensuite nécessaire pour un autre vol. Mais ce plan a également changé. La compagnie a alors décidé que certains passagers bloqués à LaGuardia à cause d'annulations et de retards seraient embarqués à bord de cet avion pour un vol supplémentaire non prévu vers Charlotte, opéré sous le numéro US Air Vol 5050. Ces changements répétés ont visiblement irrité le commandant de bord, qui commençait à s'inquiéter sérieusement que tout retard supplémentaire puisse pousser l'équipage à atteindre ses limites de temps de service avant la fin de la nuit. Pendant que les agents d'escale réorganisaient les passagers et mettaient à jour le manifeste, ils sortaient régulièrement du cockpit pour discuter avec les répartiteurs et le personnel des opérations sur ces décisions de planification. Et cela signifiait qu'ils laissaient le copilote seul dans le poste de pilotage pour superviser l'embarquement et préparer le départ, puisqu'il allait être le pilote en fonction pour ce prochain tronçon. Et pendant qu'il faisait cela, le copilote a également été rejoint par un commandant de bord de Pan Am qui voyageait en tant que passager en service, ce qui signifie qu'il accompagnait simplement le vol en tant que passager sans billet confirmé. Et lorsque ce commandant de bord est entré dans le poste de pilotage, il s'est alors assis sur le strapontin derrière le siège du commandant de bord et s'est installé confortablement, peut-être avec un pied sur la console centrale. Pendant ce temps, d'autres employés de l'USR entraient et sortaient du cockpit, apportant des informations météo et des plans de vol au copilote, qui a posé certains de ses documents et sa carte d'approche sur la console centrale. Finalement, le commandant de bord est revenu et la préparation finale avant le vol a commencé. Mais curieusement, il n'y a eu aucun briefing d'urgence formel, ni aucune discussion sur la façon dont ce décollage allait être effectué. Et cela alors que ce commandant savait que c'était le tout premier décollage du copilote après sa formation, dans des conditions météorologiques et environnementales difficiles. En fait, il a été découvert plus tard qu'aucun briefing d'urgence n'avait été effectué pendant les 9 heures complètes où ces deux pilotes avaient travaillé ensemble, ce qui est assez extraordinaire. À un moment donné, après que l'embarquement ait enfin été terminé, l'US Air a alors essayé de faire rouvrir la porte d'embarquement au commandant de bord pour laisser monter 15 passagers supplémentaires. Mais le commandant de bord, déjà frustré, a simplement dit que l'équipage allait déjà être en retard et risquait de dépasser les limitations de temps de service, alors il a refusé de prendre ces passagers supplémentaires. Une décision qui a peut-être fini par sauver des vies. Quoi qu'il en soit, après l'embarquement initial, l'avion comptait 57 passagers et 6 membres d'équipage à bord, portant le total à 63 personnes. Mais au moment où l'avion a finalement quitté la porte d'embarquement à 22h52 locales, les enquêteurs concluront plus tard que la séquence de l'accident avait probablement déjà commencé. Alors que les passagers prenaient place et que les dernières formalités se déroulaient près du poste de pilotage, un petit dispositif de contrôle posé discrètement sur la console centrale avait probablement déjà été déplacé dans une position qui allait sérieusement modifier le comportement de l'avion. Ce dispositif était le bouton de compensation de la gouverne de direction.
En vol normal, les pilotes utilisent la gouverne de direction et l'amortisseur de lacet pour garder l'avion coordonné en virage. Mais nous l'utilisons aussi pour compenser les vents de travers lors des décollages et des atterrissages ou pour contrer une poussée asymétrique après une éventuelle panne moteur. Mais comme exercer une pression constante sur la gouverne de direction avec les pieds pendant longtemps deviendrait vite épuisant, l'avion possède aussi un système de compensation permettant aux pilotes de corriger la gouverne de direction sans maintenir la pression sur les pédales. Normalement, notamment au décollage par vent faible, la compensation de la gouverne de direction reste centrée. Et en fait, la plupart des pilotes n'y touchent presque jamais, sauf en cas de situation anormale. Je ne l'ai utilisé que pour de très petites corrections en équipage et après des pannes moteurs au simulateur. Sur les séries 737, 300 et 400, l'interrupteur de compensation de la gouverne de direction était placé tout à l'arrière de la console centrale entre les pilotes et facilement accessible à toute personne assise dans le cockpit ou s'y déplaçant. L'interrupteur avait alors la forme d'une lame et, pour l'activer, il suffisait de le maintenir légèrement éloigné du centre afin d'enclencher un moteur électrique qui repositionnait les pédales de gouverne de direction ainsi que la position de la gouverne elle-même. Les enquêteurs préciseront qu'ils ignoraient quand la compensation de la gouverne de direction avait bougé, l'enregistreur de données de vol n'étant pas actif lors de la rotation. Mais la seule conclusion qu'ils pouvaient tirer était qu'à un moment donné pendant l'embarquement, l'interrupteur avait été activé puis maintenu en position anti-horaire jusqu'à ce que la compensation de la gouverne de direction atteigne presque la butée maximale à gauche. L'interrupteur aurait dû être maintenu vers la gauche en continu pendant environ 30 secondes pour que cela soit possible. Et deux des théories avancées pour expliquer comment cela aurait pu se produire étaient que le copilote l'avait activé lorsqu'il montrait un classeur de documents entre son siège droit et la console centrale, ou que le commandant de bord de la Pan AM, assis en strapontin, avait brièvement posé son pied sur la console et avait activé l'interrupteur par inadvertance en le faisant. Malheureusement, nous ne saurons jamais exactement comment cela est arrivé, mais l'essentiel est qu'aucun pilote ne l'a remarqué. Cette négligence paraît difficile à comprendre quand on voit l'effet réel de la compensation de gouverne de direction sur un 737 au sol. Elle est directement reliée à la gouverne de direction grâce à l'hydraulique intégrée et aussi à la direction de la roue avant pendant le roulage. Cela signifie que cette compensation de gouverne de direction à gauche aurait déplacé les pédales de gouverne en enfonçant celles de gauche dans ce cas. Et si cela n'avait pas été remarqué lors de la visite pré-vol, ce qui aurait dû être le cas, cela aurait créé une légère tendance de l'avion à dériver vers la gauche pendant le roulage, comme si l'un des pilotes appuyait constamment sur la gouverne de direction gauche. Ainsi, le commandant de bord, qui ferait le roulage en utilisant son manche à balai, devrait donc compenser en permanence vers la droite, et cela avant même que le décollage proprement dit ne commence, moment où l'effet deviendrait encore plus évident. Mais je pense que « subtil » est un mot important ici. Conduire un gros avion de ligne à LaGuardia la nuit, sous la pluie et le vent, nécessitait déjà des corrections de direction, des ajustements de frein, des communications radio, la gestion des checklists et une attention partagée entre la circulation au sol et la modification de l'ordre de départ. Donc, peut-être qu'une légère tendance à tirer vers la gauche n'aurait pas forcément semblé si inhabituelle, surtout sur un revêtement mouillé où le ressenti dans les commandes était naturellement diminué. Un autre facteur était le vent ici, qui, s'il venait de l'un des côtés, aurait poussé la grande dérive à l'arrière de l'avion et aurait donc créé un besoin similaire de compensation. Et même si ce vent n'aurait pas déplacé la gouverne de direction elle-même sur le 737, il faut se rappeler que ce commandant de bord avait déjà piloté le C-130 Hercule auparavant, et sur cet avion, les pédales de gouverne de direction avaient tendance à bouger avec le vent. Il est donc possible que ce commandant de bord, avec sa faible expérience comme commandant de bord sur le 737, ait simplement pensé que ce déplacement était normal. Toutes les préparations dans le poste de pilotage ont été terminées sans incident. Le vol USR 5050 a alors rapidement demandé l'autorisation de repoussage et de démarrer ses moteurs. Après cela, ils ont entamé le trajet vers la piste 3-1 sous la pluie et le vent, le commandant compensant probablement déjà le réglage anormal du compensateur sans en être pleinement conscient.
Devant eux, des avions faisaient la queue sur les différentes voies de circulation en attendant leur départ, donc alors que le vol 5050 continuait son trajet vers la piste 3.1, on leur a demandé à un moment de marquer un arrêt bref à l'une des intersections. Cela a échappé à l'équipage, qui a continué vers la piste jusqu'à l'intervention du contrôleur au sol, leur donnant un nouveau trajet. Maintenant, cette erreur n'aurait absolument aucun impact sur ce qui allait bientôt se produire. Mais du point de vue d'un pilote, cela aurait pu être un premier signe d'une coopération dans le poste de pilotage peut-être un peu sous-optimale entre ces deux pilotes. Vous voyez, la phase de roulage est une phase stérile du vol, car il est très facile d'y faire des erreurs et elle nécessite donc la pleine concentration des deux pilotes. Le commandant de bord tient la commande de direction au sol et effectue donc le roulage au sol sur la plupart des Boeing 737. Mais il comptera toujours beaucoup sur l'aide du copilote qui suivra le trajet sur les cartes de roulage et interviendra si quelque chose semble anormal. Cela peut paraître simple, mais c'est une phase avancée pour la coordination de l'équipage. Leur erreur ici peut n'avoir aucune signification, mais pourrait aussi annoncer ce qui allait arriver. Dans tous les cas, dans le cockpit, les pilotes ont poursuivi la préparation de l'avion pour le départ avec la checklist avant décollage. Et c'est ici qu'une des phrases les plus importantes, en apparence anodine de toute la séquence de l'accident, est passée presque inaperçue. Dans le cadre de la checklist, le copilote a annoncé « compensation du stabilisateur » et le commandant de bord a rapidement répondu « réglé ». Il s'est alors repris et a ajouté « compensation du stabilisateur, j'ai oublié la réponse, réglé pour le décollage, mais même s'il a fait cela, quelque chose d'important venait d'être oublié. L'avez-vous remarqué ? Eh bien, la formulation de cet élément de la checklist cachait une faiblesse subtile que les enquêteurs allaient passer énormément de temps à analyser par la suite. Vous voyez, sur le Boeing 737, le mot « trim » fait référence à plusieurs systèmes différents, y compris la compensation du stabilisateur et la compensation de la gouverne de direction. Mais dans les opérations normales des compagnies aériennes, la plupart des pilotes associaient souvent le mot « trim » à ce stade à la compensation du stabilisateur, car c'était le réglage activement calculé avant chaque décollage. La compensation du stabilisateur influence l'assiette de l'avion pendant la rotation. Les équipages vérifient donc toujours sa position avant le décollage selon les paramètres de performance. Mais la compensation de la gouverne de direction, pas vraiment. La seule fois où cette compensation est utilisée, c'est pendant la séquence de préparation avant vol, où sa fonction est testée puis remise au neutre, mais après cela, rien. Donc ici, même si la checklist avait été complétée, rien n'indique que l'un ou l'autre des deux pilotes ait physiquement vérifié la position de la compensation de la gouverne de direction. Ils n'ont pas sauté l'élément, mais en ne vérifiant pas activement tous les réglages de compensation, la checklist elle-même a simplement échoué à remplir sa fonction. Maintenant, cela est différent du cas où les pilotes récitent la checklist, c'est-à-dire lorsqu'une réponse correcte à la checklist a été apprise par cœur et donc donnée même si l'élément en question n'a pas été effectué. Ici, le commandant a sans doute vérifié la compensation du stabilisateur, mais a oublié celle de la gouverne de direction. Je comprends, puisqu'elle était derrière lui pendant qu'il se rendait à la piste avec l'avion. Donc cela aurait vraiment dû avoir son propre point sur la checklist, peut-être vérifié par le copilote. Dans tous les cas, le commandant de bord a ensuite poursuivi en faisant le briefing du départ en utilisant les vitesses de décollage qui avaient été calculées pour cet avion très léger. Et l'élément le plus crucial dans ce briefing était la vitesse V1, qui est la vitesse à laquelle il faut prendre la décision soit d'interrompre le décollage, soit de continuer. Au-delà de V1, les pilotes doivent décoller car il n'y aurait plus assez de pistes pour s'arrêter selon les calculs de performance. Donc, toute panne constatée après V1 doit être gérée en vol puis traitée ultérieurement. Le commandant de bord a alors indiqué au copilote que pour ce vol, la V1 était fixée à 125 nœuds, la 128 nœuds et la vitesse de montée sécurisée après une panne moteur, la V2, serait de 139 nœuds. Mais il n'a pas donné d'instructions supplémentaires sur la façon de gérer concrètement un décollage interrompu. Il s'est simplement contenté que le copilote récite les manœuvres initiales qu'il effectuerait après le décollage. À l'extérieur des fenêtres du cockpit, les feux de la piste scintillaient sur le tarmac mouillé, tandis que d'autres avions continuaient à décoller les uns après les autres dans l'obscurité au-dessus de la baie.
Maintenant, à l'extrémité nord-ouest de LaGuardia où il se trouvait, la piste 3.1 s'étendait sur un peu plus de 2100 mètres vers l'eau et se terminait par une courte zone de sécurité avant de plonger dans la baie en contrebas. Dans des circonstances normales, cette piste était largement suffisante pour un Boeing 737-400 faiblement chargé comme celui-ci. Mais cela dépendait du respect par les pilotes d'un ensemble de conditions très strictes, ce qui était particulièrement vrai si l'avion devait interrompre son décollage pour une raison quelconque. À 23h18, le contrôle au sol a finalement donné l'instruction au vol 5050 de s'aligner et de maintenir sa position, puis de passer sur la fréquence de la tour, et 2 minutes plus tard, la tour a autorisé l'avion au décollage. Alors que l'avion avançait et s'alignait sur l'axe central, le commandant de bord tenta d'alléger un peu l'ambiance en demandant au copilote s'il était prêt. Le copilote répondit en riant nerveusement « On y va, advienne que pourra ». Mais alors qu'il commençait à avancer les manettes de poussée, un autre maillon important de la chaîne d'accidents avait en réalité déjà été enclenché. Vous voyez, le tout dernier point de la checklist avant le décollage était le freinage automatique. Après vérification du copilote, le commandant de bord avait simplement répondu « Il est coupé ». Il s'agissait du réglage RTO, qui déclenchait automatiquement un freinage maximal si les manettes de poussée étaient ramenées en position de décélération au-delà d'environ 90 nœuds. Et cela serait évidemment très utile pour réduire la vitesse le plus rapidement possible. Et cela aiderait également le pilote en fonction en réduisant sa charge de travail s'il devait se concentrer sur le contrôle de l'avion, par exemple lors d'un décollage interrompu. En choisissant de ne pas l'utiliser, le commandant de bord supprimait donc cette barrière de sécurité importante. Alors, pourquoi ferait-il cela? Eh bien, c'est plus difficile à dire, mais à l'époque, il existait de nombreux malentendus concernant la fonction de l'auto-brake. Beaucoup de pilotes pensaient que cela pouvait blesser les passagers à l'arrière si le système s'activait soudainement à une vitesse relativement basse. D'autres pensaient avoir besoin du freinage différentiel pour garder le contrôle directionnel après une panne moteur. Maintenant, ces deux idées étaient en grande partie fausses et non fondées, mais dans tous les cas, le copilote avait accepté la décision du commandant de bord et il se préparait maintenant pour son tout premier décollage après sa formation dans ce temps plutôt mauvais. Donc, après avoir lancé les moteurs et les avoir laissés se stabiliser, il devait maintenant relâcher les freins puis simplement appuyer sur les boutons TOGA afin de commencer la course au décollage. Comme beaucoup d'avions modernes, le 737 utilisait un décollage automatisé pour réduire la charge de travail. Donc, en appuyant sur ces boutons TOGA ou interrupteurs de remise de gaz, l'automanette extérieure avançait automatiquement les deux moteurs à la poussée correcte calculée pour le départ. Alors que ce copilote allait activer le système, il a accidentellement appuyé sur l'interrupteur de déconnexion de l'automanette sur la manette des gaz, erreur fréquente chez les nouveaux pilotes. Au début, les deux pilotes n'ont pas réalisé ce qui s'était passé, donc le copilote a réappuyé sur les boutons TOGA, mais l'automanette étant déjà déconnectée, les manettes des gaz ne bougeaient pas. À la place, l'avion a simplement continué à accélérer lentement sur la piste en utilisant la faible poussée qu'ils avaient réellement réglée. Le commandant a vite compris qu'il y avait un problème et a dit « On a appuyé sur le mauvais bouton ». Il s'est alors proposé de régler manuellement la poussée pour le copilote en avançant les manettes des gaz jusqu'à ce qu'il pense être le bon réglage. Mais les enquêteurs détermineront plus tard qu'aucun des moteurs n'a réellement atteint la poussée de décollage calculée exacte et ils ont également remarqué que le moteur gauche avait environ 3% de poussée en moins que le moteur droit. Cela n'était pas suffisant en soi pour créer une situation dangereuse de poussée asymétrique, mais cela s'ajoutait à la tendance déjà présente du trim de gouverne de direction à tirer vers la gauche et la situation allait bientôt empirer. Alors que l'avion accélérait dans la plage de basse vitesse, un peu plus lentement que d'habitude, l'effet du trim de gouverne de direction à gauche devint de plus en plus évident. Vous voyez, à basse vitesse, le contrôle directionnel du 737 est principalement assuré par la direction de la roue avant, soit via les pédales de gouverne de direction, soit, lors du roulage, par le volant de direction situé à côté du siège du commandant de bord. Mais à mesure que l'avion accélère, l'air commence à circuler plus rapidement sur l'empennage, ce qui finit par rendre la gouverne de direction aérodynamiquement efficace et donc à prendre le contrôle de la direction de l'avion.
Et lorsque cela se produit, l'efficacité de la direction de la roue avant devient proportionnellement moins importante. Cela signifie aussi que la compensation de la gouverne de direction s'intensifie. Pour maintenir l'avion accélérant droit sur l'axe central, le copilote devait donc appuyer davantage sur la gouverne de direction droite. Maintenant, un facteur très important dans un cockpit à deux pilotes est la répartition des tâches. Un pilote sera le pilote en fonction et lui seul contrôlera l'avion. Si le pilote surveillant commence à interférer avec cela, surtout si c'est le commandant de bord, une confusion sur qui est responsable peut très vite s'installer et vous allez bientôt voir un excellent exemple de cette situation. Parce qu'alors que le copilote essayait maintenant de garder son avion droit, le commandant de bord faisait également des corrections de direction avec sa commande de direction au sol, pensant probablement qu'il aidait le copilote. Mais à cause de cela, aucun des deux pilotes ne comprenait désormais pleinement les actions de commande exactes que l'autre effectuait. Et comme l'avion était encore techniquement contrôlable et accéléré en ligne droite, la gravité de la situation n'aurait pas été immédiatement évidente. De plus, point crucial, aucun des deux pilotes n'a communiqué à l'autre ce qu'il faisait. Ainsi, l'avion a simplement continué à accélérer sur la piste mouillée, tandis que de petites corrections de direction sont progressivement devenues plus importantes. Et lorsqu'ils ont dépassé 50 nœuds, l'avion a commencé à dériver nettement vers la gauche. Le copilote a alors appuyé davantage sur le palonnier, tandis que le commandant corrigeait toujours avec la commande de direction au sol. Je dois préciser ici que la commande de direction au sol ne doit absolument pas être utilisée pour le contrôle directionnel à grande vitesse. Utiliser la commande de direction au sol, c'est comme tourner le guidon d'un vélo. Il déplace la roue avant d'une amplitude potentiellement très importante et, à des vitesses plus élevées, lorsque la gouverne de direction domine la trajectoire, cela soumettra les roues avant à des forces latérales potentiellement énormes. Des forces auxquelles elle n'est pas certifiée. Ainsi, lorsque cet avion a accéléré au-delà d'environ 62 nœuds, la contrainte sur les pneus de la roue avant est devenue trop importante et l'un d'eux a tout simplement éclaté. Cela signifiait qu'à l'intérieur du cockpit, les pilotes ont alors entendu un grand bruit provenant d'en dessous d'eux et, alors que le train d'atterrissage endommagé continuait de vibrer contre la piste, un grondement sourd a également commencé à se propager dans tout l'avion. Jusqu'à ce moment, l'équipage gérait sans le savoir un problème de direction lié au compensateur de direction, mais dès que le pneu a éclaté et que le grondement a commencé, leur perception a sans doute changé vers une possible défaillance mécanique. L'avion tirait à gauche après un grand bruit et quelque chose sous l'appareil semblait gravement défectueux. Donc, cela ne ressemblait plus à un léger problème de contrôle, mais plutôt à quelque chose de grave et de soudain. Et en même temps, la situation de la direction continuait de s'aggraver. Plus l'avion accélérait, plus la gouverne de direction mal compensée développait d'autorité aérodynamique et plus le copilote devait lutter pour garder l'appareil aligné. Voici la phrase qui allait plus tard définir toute la séquence de l'accident. Le commandant a soudainement lancé une phrase ambiguë sur la direction, enregistrée aussi par l'enregistreur des conversations du cockpit. Ensuite, les deux pilotes n'étaient pas d'accord sur ce qu'ils avaient réellement entendu. Le commandant de bord a ensuite affirmé avoir dit « Tu as la direction », indiquant que le copilote devait garder le contrôle de l'avion. Mais le copilote pensait avoir entendu « J'ai la direction », ce qui signifiait que le commandant de bord reprenait lui-même le contrôle directionnel. Ainsi, pendant les quelques secondes cruciales qui ont suivi, les deux pilotes ont en partie abandonné la responsabilité du contrôle de l'appareil en même temps. Le copilote a relâché une partie de la pression sur la gouverne de direction, pensant que le commandant de bord avait repris le contrôle, mais le commandant de bord n'avait jamais complètement pris en charge le décollage lui-même. Et, de façon évidente, l'appareil a alors commencé à dévier brusquement encore plus vers la gauche, accélérant en direction de l'herbe de l'autre côté de la piste. À ce moment-là, le commandant de bord, qui, souvenez-vous, pensait toujours être le pilote surveillant, aurait dû annoncer 80 nœuds pour indiquer qu'ils étaient désormais dans la phase à grande vitesse du décollage, puis plus tard également V1. Mais comme lui et le copilote étaient tous deux tellement concentrés sur le contrôle de la direction de l'appareil, aucune de ces annonces n'a été faite. Et je ne peux pas imaginer de meilleure façon de montrer à quel point une bonne coordination et communication de l'équipage est cruciale. Voilà ce qui se passe lorsque ces deux éléments s'effondrent complètement.
Quoi qu'il en soit, un instant plus tard, le commandant de bord a finalement pris la décision d'interrompre le décollage, mais à ce moment-là, l'avion avait déjà accéléré jusqu'à environ 130 nœuds, soit 5 nœuds de plus que leur V1 calculé, ou vitesse de décision. Et la façon dont il a annoncé cette décision allait ensuite aggraver encore la situation. Maintenant, je voudrais juste faire une pause ici un instant pour clarifier ce qui aurait dû se passer dans cette situation. Une compensation de gouverne de direction tirant fortement l'avion à gauche ne justifie pas d'interrompre le décollage près ou après V1. Mais cela aurait été une raison de le faire avant de dépasser 80 nœuds, moment où l'effet de ce problème était déjà clairement perceptible. Mais cela aurait nécessité de la communication. Une fois l'avion en grande vitesse, au-delà de 80 nœuds, le mieux aurait été que le copilote continue à le contrôler avec la gouverne de direction. La gouverne de direction est tout à fait capable de compenser l'effet de la compensation et il aurait alors dû faire décoller l'avion pour régler le problème plus tard, ce qu'il aurait encore pu faire même avec ce train avant endommagé. Le commandant aurait pu reprendre les commandes s'il l'avait annoncé, mais il aurait sans doute eu du mal à ressentir l'avion et à savoir quelles actions appliquer sur la gouverne. La meilleure solution aurait donc été d'interrompre le décollage plus tôt. Et si la situation avait été gérée de l'une de ces manières, le train avant serait resté intact et l'avion se serait soit arrêté, soit envolé en toute sécurité. Mais ce qui s'est passé à la place, c'est qu'avec l'avion tirant toujours à gauche et la roue endommagée grondant violemment sous eux, le commandant de bord a annoncé « On le ramène alors ». Il a alors ramené les manettes de poussée au ralenti. Mais ce n'était pas la bonne annonce à utiliser. Il aurait dû annoncer « Reject », ce qui est court, sans ambiguïté, et que son collègue aurait immédiatement compris. Dès qu'il a pris cette décision et effectué ses actions, l'avion a commencé à suivre une trajectoire légèrement plus droite qu'il y a quelques secondes. Cela s'explique par la disparition de la poussée différentielle et l'application par le commandant de bord d'un freinage différentiel et de correction de direction énergique pour ramener l'avion sur l'axe central de la piste. Mais utiliser le freinage différentiel signifiait aussi qu'il n'utilisait pas le freinage maximal que le freinage automatique aurait appliqué. Rappelez-vous, il l'avait laissé désactivé et puisqu'il se concentrait maintenant sur la reprise du contrôle de l'avion. Cela signifiait aussi qu'il s'est écoulé de précieuses secondes avant d'activer la pleine poussée inverse. Ce qui, à la vitesse à laquelle il se déplaçait maintenant, soit environ 130 nœuds, signifiait qu'il consommait 70 mètres de piste par seconde. Un décollage interrompu doit maintenant être effectué selon une séquence très précise afin de minimiser la distance d'arrêt. Voici la marche à suivre. Commencez par fermer les manettes de poussée, désactiver l'automanette extérieure, puis utiliser le mode RTO ou le freinage manuel maximal selon les besoins, relever manuellement la manette des aérofreins afin de transférer tout le poids sur les freins, puis sélectionner la poussée inverse maximale. Cela est généralement effectué par le commandant de bord, donc le copilote devient automatiquement le pilote surveillant et doit annoncer toute déviation, les vitesses et la distance de piste restante. Le commandant de bord n'ayant pas utilisé la bonne phrase, le nouveau copilote a sans doute mis du temps à comprendre qu'il faisait un décollage interrompu. Il se peut donc qu'il n'ait pas remarqué que le commandant de bord ne suivait pas le bon ordre ou oubliait certaines actions. Quelques secondes après le début de la manœuvre, le copilote a annoncé à la radio « USR 5050, décollage interrompu ». Le contrôleur aérien a répondu calmement « Reçu, tournez à gauche au bout de la piste ». Mais à l'intérieur de ce cockpit, une froide réalité venait de s'imposer à ces deux pilotes. La piste était presque terminée devant eux et ils étaient encore à grande vitesse. Le commandant de bord continuait de freiner agressivement, tout en essayant de maintenir l'avion près de l'axe central, mais la piste mouillée et le retard dans la décélération avaient déjà scellé l'issue à ce stade. Quelqu'un dans le cockpit a alors crié « On sort, on sort, on sort !» et puis le bitume a tout simplement disparu. Le vol USR 5050 a alors traversé les feux de fin de piste, est tombé du tablier surélevé de la piste, puis a percuté violemment la structure en bois de la jetée qui soutenait le système d'éclairage d'approche s'étendant dans Bowery Bay. L'impact a été si violent qu'il a déchiré l'avion alors qu'il tombait vers l'eau en contrebas, la section avant se séparant en premier lorsque la partie inférieure du fuselage a heurté la structure de la jetée sous la piste.
Quelques instants plus tard, le fuselage principal s'est de nouveau fracturé près des emplantures des ailes, tandis que des débris, des bagages et des parties de l'intérieur de la cabine ont été projetés vers l'extérieur dans l'obscurité. La section arrière s'est finalement partiellement détachée lorsque l'avion s'est immobilisé dans les eaux peu profondes au nord de la piste, incliné maladroitement avec des parties du fuselage immergées. Heureusement pour les personnes à bord, l'accident était resté survivable. En raison de la faible vitesse d'impact avec l'eau, il n'y eut ni explosion ni incendie après l'accident. Au contraire, les dégâts les plus meurtriers étaient dus à un élément bien plus localisé. Lorsque l'avion a percuté le pilier du quai sous les feux de piste, des parties de la structure ont été projetées vers le dessous de la cabine, autour des rangées 21, 22 et dans le poste de pilotage. Et cela a écrasé des sections du plancher vers le haut, jusque dans la cabine passager elle-même. Tragiquement, cela a entraîné la mort de 2 personnes et blessé le commandant de bord, mais ces 2 victimes seront les seules à déplorer. Mais pour tous les autres, ce cauchemar était encore loin d'être terminé. Les lumières de la cabine se sont éteintes presque immédiatement, alors que de l'eau noire et glacée commençait à s'engouffrer dans certaines parties de l'appareil par toutes les différentes brèches et ruptures. Les compartiments à bagages s'étaient ouverts lors de l'impact, projetant sacs et débris au sol où les passagers peinaient à s'orienter dans l'obscurité. Les agents de bord n'avaient eu que quelques secondes pour comprendre ce qui se passait et réaliser que l'appareil ne brûlait pas, mais qu'il était en train de couler. Ils comprirent alors qu'il fallait évacuer tout le monde aussi vite que possible. Ils constatèrent que la porte avant gauche était inutilisable à cause de l'eau dehors et que des parties du fuselage près d'autres issues avaient été endommagées ou déformées lors de la dislocation de l'appareil. L'issue de secours au-dessus de l'aile devint vite la principale sortie pour la majorité des passagers, alors que l'eau s'infiltrait toujours. Les cordes de survie près des issues au-dessus de l'aile ont été bien déployées par les survivants, puis tendues vers l'eau pour permettre aux personnes de s'y accrocher en s'éloignant de l'avion. Or, comme ce vol n'était pas prévu pour s'éloigner de la côte, les sièges n'étaient pas équipés de gilets de sauvetage gonflables, ce qui aurait pourtant été utile. Dehors, les conditions étaient épouvantables. La pluie continuait de tomber à verse tandis que le carburant répandait de fines couches scintillantes à la surface de l'eau autour de l'épave, là où de nombreux passagers nageaient désormais. Et à l'intérieur de l'appareil, l'équipage de cabine continuait sans relâche à diriger les évacuations malgré l'eau qui envahissait la cabine et l'obscurité quasi totale. La tour avait vu l'appareil dévaler la piste jusqu'à son extrémité sans décoller et avait donc déclenché l'alarme de crash avant même que l'avion ne touche l'eau. Les véhicules de secours se sont vite dirigés vers l'extrémité de départ de la piste 3-1, tandis que les bateaux de la police portuaire et des secours voisins s'élançaient dans la baie de Bowery sous la pluie et dans l'obscurité. Mais les accès à l'eau étaient compliqués. La visibilité était mauvaise et les survivants dispersés dans et hors de l'avion, sur un vaste champ de débris allant sous des parties de la structure d'approche de la piste. Il s'est donc écoulé environ 90 minutes après l'accident avant que le commandant de bord et les équipes de secours ne soient finalement convaincus qu'il ne restait plus personne piégé à l'intérieur de l'épave. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils ont finalement quitté l'épave du Boeing 737 brisé, reposant silencieusement sous les lumières de la piste. Au cours des semaines et des mois qui ont suivi, les enquêteurs allaient lentement reconstituer une séquence qui, à première vue, semblait à peine avoir un sens. L'appareil lui-même était en bon état mécanique, la météo, bien que mauvaise, restait largement dans les limites opérationnelles. L'équipage n'avait subi ni panne moteur, ni défaillance des commandes de vol, ni autre défaillance majeure expliquant un rejet de décollage à grande vitesse hors piste. À la place, ce qu'ils ont découvert était bien plus dérangeant. Cela s'était principalement produit en raison d'un manque flagrant de communication et de gestion des ressources de l'équipage, ce qui avait transformé un problème relativement mineur lié à un mauvais réglage de la compensation en une véritable catastrophe. Et cela a donc conduit à des changements majeurs dans l'industrie. Le changement physique le plus immédiat concernait le Boeing 737 lui-même. Les enquêteurs étaient inquiets de la conception et de l'emplacement de l'interrupteur de compensation de la gouverne de direction sur le piédestal central, car il pouvait être activé accidentellement par un objet, une main ou des pieds près de la console. Boeing a donc modifié l'interrupteur et la géométrie du piédestal sur la flotte de 737.
L'interrupteur d'origine en forme de lame a été remplacé par un bouton rond. Une protection supplémentaire a été ajoutée à l'arrière du piédestal afin de réduire le risque de mouvement involontaire. Cet accident a aussi accéléré l'adoption d'une formation formelle à la gestion des ressources de l'équipage. Lors de l'accident, aucun pilote n'avait reçu de formation formelle à la gestion des ressources de l'équipage, ce qui était encore courant dans certains secteurs en 1989, bien que cela semble choquant aujourd'hui. Au fil des années suivantes, la gestion des ressources de l'équipage s'est ancrée dans les opérations des compagnies aériennes américaines. En 1994, la FAA a exigé la formation à la gestion des ressources de l'équipage pour les équipages des compagnies aériennes. Une partie de la formation imposait d'annoncer les vitesses et points de contrôle B1 lors de la course au décollage. Les enquêteurs ont également critiqué l'association d'un commandant de bord nouvellement promu avec un copilote extrêmement inexpérimenté. Bien qu'aucune interdiction formelle de ce type d'association d'équipage n'ait découlé de l'accident, l'industrie s'est progressivement tournée vers des pratiques de planification des équipages plus prudentes avec des pilotes peu expérimentés. Plusieurs changements opérationnels découlent aussi directement du refus de décollage. Le bureau a souligné que le freinage automatique de l'avion n'avait pas été activé malgré la piste mouillée et la distance de décollage relativement courte, contrairement aux recommandations du constructeur et de la compagnie. Après cet accident, le NTSB a insisté sur l'importance des procédures de refus de décollage à performance maximale, recommandant notamment l'usage des freins automatiques quand c'est possible et une meilleure formation des pilotes sur les distances d'arrêt lors de refus à grande vitesse. Je suis Peter Hernfeld, vous regardez Mentour Pilot. Passez une excellente journée et à bientôt. Au revoir.